Merci Madame la Présidente. Merci de m'accueillir ici. Je voudrais, avant toute chose, dans le cadre de la transparence, vous indiquer que je n'ai aucune relation d'affaires ni aucun intérêt économique avec les services ou les sources sur lesquelles je fonde mes analyses, que toutefois j'habite dans une commune de Savoie qui fait partie du périmètre de l'entreprise et que je suis gérant d'un cabinet de conseil et de 2 SCI. Je le dis parce qu'il me semble nécessaire de respecter les règles de la transparence de la communauté européenne. Quelques chiffres pour commencer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Lyon et Turin représentent entre 4 et 4 500 000 personnes habitant sur l'ensemble de ces 2 zones urbaines qu'il faut comparer entre Paris et Londres. 25 millions d'habitants à peu près pour un tunnel, puisque très fréquemment, en termes de capacité, on compare ces 2 projets, l'un étant terminé depuis plus de 20 ans maintenant. Quelques chiffres à nouveau. Sur ce tableau, vous voyez qu'en 2015, il circulait 1 250 000 camions entre la France et l'Italie par les Alpes du Nord. C'est moins que ce qu'il en circulait en 1990. Ça n'est pas lié à la crise, puisque la chute a commencé à partir de 1994 et que donc c'est bien antérieur à cette crise. Une autre information importante, c'est qu'en 2000 a été ouverte une autoroute de Maurienne qui permettait d'améliorer le flux, puisqu'avant ça se passait sur la route nationale. Et à partir de là, les chutes de trafic ont continué avant la crise. Ce qui montre bien, pour répondre à une idée fréquemment reçue, pas trop dans les entreprises que je rencontre, mais quelquefois chez certains politiques, la demande, l'offre ne crée pas la demande en matière d'infrastructure. Il faut qu'il y ait un besoin. Là, en l'occurrence, là, une offre a été faite d'amélioration de transport routier. Ce n'est pas pour ça qu'on a plus de camions, on en a moins. Ces éléments-là sont vérifiés par la Suisse chaque année et comme vous le voyez sur le graphique de gauche, on a effectivement une chute structurelle à partir de 1994, alors qu'effectivement, sur la Suisse et l'Autriche, vous avez des augmentations de transport jusqu'à la crise économique, puisque là, effectivement, le vecteur directeur est bien la courbe du produit intérieur brut, alors que pour la France, ça n'est pas le cas, et on va voir tout de suite pourquoi. Rappelons quand même qu'il y a une voie existante entre la France et l'Italie. Jusqu'à Chambéry, il y a 2 voies. C'est important de le dire parce que le projet prévoit d'en faire une 3e. Chambéry étant une ville de 58 000 habitants. Et donc, ensuite, il y a une voie qui a été entièrement rénovée. J'entends souvent dire qu'il faudrait faire des améliorations. Toute cette voie a été rénovée, nous le verrons tout à l'instant. Donc, cette voie a été rénovée. Le tunnel n'a pas de problème de sécurité. En tous les cas, selon le ministre français des Transports, lors de son intervention le 13 juillet 2012 à l'Assemblée nationale. Les ponts ont été changés. Sous la présidence d'ailleurs de M. Duménil lorsqu'il était chez Réseau Ferré de France. Le tunnel est élargi pour être mis au gabarit B1, qui est le gabarit européen, qui capte, selon Réseau Ferré de France à la déclaration de travaux, 80% du parc des véhicules qui circulent. Les écrans acoustiques ont été posés, pas partout, il faudrait sans doute en ajouter, mais donc de grands travaux ont été faits. Il y a donc sur cette ligne des capacités qui ont été apportée, améliorée par rapport à celle de 1983 où il circulait 10 millions de tonnes de marchandises. Alors, comme l'a dit M. Duménil, ce maillon, cette section Lyon-Turin s'inscrit dans le corridor fret numéro 6, notamment avec la section Perpignan-Figueras sur laquelle on reviendra non pas sur la structure juridique de l'entreprise, mais sur la capacité et sur le coût de l'investissement. Cette ligne a une capacité qui est reconnue d'ailleurs par Lyon-Turin Ferroviaire, maintenant devenue TELT, ça n'est pas une nouvelle société, c'est toujours le même numéro de cabis. Et cette capacité est évaluée à 17 500 000 tonnes, qui peut apparaître un minimum, avec 120 trains par jour, c'est ce qui ressort de l'enquête d'utilité publique de 2012 de Réseau Ferré de France. Et donc, si l'on prend ces 120 trains par jour, avec 20 remorques dessus sur 350 jours, ça représente 840 000 camions
de moins à comparer aux 1 252 000 dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne resterait que 400 000 camions sur la route aujourd'hui entre le Mont-Blanc et le Fréjus, et donc une diminution extraordinaire puisque ça nous permettrait d'atteindre et de dépasser l'objectif de 2050 du livre blanc des transports. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il ne passe que 20 trains de fret par jour. Il en passe exactement en 2014 7 027 et 6 939 en 2015. Alors, on nous dit que la ligne aurait des problèmes d'exploitation sur ces vidéos. Je ne sais pas si vous avez la vidéo à la tribune, mais sur ces vidéos, vous voyez à gauche qu'au Brenner, le trafic fonctionne sous la neige, qu'à droite, au Gothard, sur la ligne existante qui date du XIXe siècle, l'une est à 1370 mètres d'altitude, l'autre à 1150 mètres d'altitude. Ce sont des tunnels monotubes, comme le tunnel du Mont-Cenis existant. Tout ça fonctionne et d'ailleurs les Suisses font 17 millions de tonnes, 16 millions 8 exactement, de marchandises et les Autrichiens environ 15 millions de tonnes, 14 400 000 en 2010. Sur la partie voyageurs, il a été très largement vendu, survendu, que ce projet permettrait de faire Paris-Milan en 4 heures au lieu de 7 heures aujourd'hui. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est faux. C'est faux. D'une part, l'enquête publique donne un temps de 4 heures 14 minutes, mais les 7 heures sont 7 heures avec 9 arrêts dans les gares, alors que 4 heures, il n'y a aucun arrêt. Et donc, cette présentation est erronée, elle est trompeuse. Aujourd'hui, on pourrait faire, si l'on utilise la voie rapide entre Turin et Milan, qui met 44 minutes, au lieu de prendre la voie sur le côté qui en met 1 heure et demie, et en ne s'arrêtant pas, on pourrait mettre 5 heures 25 minutes. Ça a été chronométré par une équipe de télévision de France 3. Et donc, ce tunnel de base seul, puisque dans un premier temps, on va construire, d'un point de vue européen, que ce tunnel de base, ne permettrait que de gagner une demi-heure sur ce temps de trajet, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre 5 heures au lieu de 5 heures 25 pour faire Paris-Milan. Je le dis également, voilà, il y a quand même des problèmes de présentation. Des problèmes de présentation que vous retrouverez également sur les prévisions de marchandises. Bien évidemment, elles ont été faites il y a longtemps, ce qui donne justement un gros avantage, puisque vous voyez que des prévisions avaient été faites, j'ai pris que les prévisions basses des années 90, et que le réel, malheureusement, n'est pas conforme à ces prévisions. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'en 2012, lorsque Réseau Ferré de France représente le dossier à l'utilité publique, il nous refait des prévisions qui sont toujours les mêmes avec le même vecteur directeur. Et qui, bien évidemment, s'avèrent fausses, et s'avèreront fausses pour une raison très simple. D'ailleurs, la direction générale reconnaît que ces estimations sont bien trop optimistes et ne sont pas réalisables pour plusieurs raisons. Si l'on prend Eurotunnel, tunnel à grand gabarit mis en service en 1994, au bout de 20 ans d'exploitation, ils font 20 millions de tonnes de marchandises. Réseau Ferré de France, Lyon-Turin Ferroviaire, nous en annonce 43 millions de tonnes. Alors, est-ce que l'on veut m'expliquer, nous expliquer, vous expliquer qu'il y aurait beaucoup plus de marchandises entre Lyon et Turin alors qu'il y a une chute structurelle depuis 1994 qu'entre la France et l'Angleterre, par exemple, où il y a 20 millions de tonnes alors qu'on a bien évidemment un tonnage bien supérieur. 20 millions de tonnes, c'est la totalité de ce qui passe entre la France et l'Italie actuellement. Il y a des raisons pour ça. Une raison, vous voyez sur la carte de gauche, c'est que, à partir du moment où on délocalise les entreprises en Europe, ce qui a commencé beaucoup plus tôt en France d'ailleurs, eh bien, forcément, on va importer les marchandises d'Inde ou d'Asie, on va arriver à avoir des marchandises qui arrivent par bateau dans les ports du Nord et dans les ports du Sud. Pour les ports du Sud, Gênes et Marseille. Par contre, entre Lyon et Turin, lorsque Fiat ferme son usine de fabrication d'automobiles et que Mittal ferme les hauts fourneaux qui approvisionnent en tôle ces usines, bien évidemment, vous avez une chute. C'est-à-dire que vous avez, d'un point de vue nord-sud,
des axes qui vont suivre effectivement l'augmentation du PIB, puisque plus on a d'argent, plus on importe après avoir délocalisé. Par contre, sur l'axe Est-Ouest, bien évidemment, quand vous fermez vos usines, vous n'avez plus de marchandises qui circulent. Et donc la courbe directrice est celle de la production industrielle et non pas celle du PIB. Pour pouvoir mieux vendre ce projet, il vous a été présenté en noyant les courbes du PIB de l'Autriche, de la Suisse et de la France-Italie. Bien évidemment, vous avez eu une augmentation des tonnages, mais elle n'est pas réaliste. Maintenant, à propos des coûts, puisqu'il faut quand même un petit peu parler d'argent, on est ici à la commission du contrôle budgétaire. Ce projet vous a été présenté en avril 2015 aux députés européens lors d'une conférence pour un prix de 8,6 milliards en valeur 2012. Cette évaluation a été certifiée par Tractebel du groupe GDF Suez et par Tukraï. Alors, vous avez en dessous un petit tableau. J'ai repris cette diapositive avec quelques commentaires. La première chose, c'est que quand on prend la ligne du Mont-Cenis, c'est-à-dire celle du tunnel de base, on nous explique que le coût est donc de 57 km multiplié par 86 millions d'euros par tube. Donc il y a 2 tubes, donc par 2. Et là, ça fait 9,8 milliards, ça ne fait pas 8,6 milliards. Ça fait une grosse différence dans le même tableau. Et la phrase en italien en bas du tableau nous dit que tous les projets s'équivalent d'un point de vue économique, paramètre coût par kilomètre, et on donne le Gothard en exemple à 96,2 millions du kilomètre. Quand on multiplie par 57 multiplié par 2, ça fait 11 milliards. Donc, si vous voulez, de 8,6 milliards à 11 milliards, il y a quand même une différence sensible qui ne peut pas se considérer comme une équivalence. C'est d'autant plus surprenant que dans la demande de subvention de 2007, qui a été reçue en 2008 par la Commission, il était annoncé en euros constants 9 milliards 800 millions et en euros courants 14 milliards pour cette infrastructure. Il n'y a donc pas vraiment de surprise et il y en a encore moins puisque j'ai repris les copies d'écran du site Lyon-Turin Ferroviaire. La première faite le 11 mars 2012. On nous annonçait 10 milliards d'euros, 9 milliards 975. La deuxième, 6 mois plus tard, on nous annonce 8 milliards 5 sur le même écran. Il faudra donner quelques explications sur ces différences. Et, bien évidemment, il y a un vrai exemple, c'est celui du Gothard qui était donné, mais qui n'équivaut pas du tout. Le Gothard a coûté 12 milliards 200 millions de francs suisses, ce qui fait effectivement 11 milliards d'euros. On ne peut pas expliquer aujourd'hui à la Commission et à l'Union européenne que ce tunnel ne coûterait que 8,6 milliards. En tous les cas, les évidences disent le contraire. Il y a d'autres anomalies, puisqu'il faut bien parler dans ce dossier de la gestion proprement dite des fonds publics, après avoir parlé de la pertinence de l'engagement des fonds européens et de la dépense publique. Donc, voilà, j'ai repris le récapitulatif des appels d'offres et des avis de marché et des marchés signés par Lyon-Turin Ferroviaire TELT auprès de l'autorité nationale anticorruption. Un des marchés, vous voyez, le 21 octobre 2014, a été fait pour des cloisons de placo-plâtre. Alors, avis de marché sur une journée, c'est un petit marché, 45 000 euros, bon. Mais il est donné quand même à une société qui a été créée le 14 mai 2014, 5 mois avant. Donc elle n'a jamais montré un bilan économique. Je ne sais pas comment on fait pour apprécier si cette société est liée ou infiltrée par la mafia ou pas. Personne ne peut le faire. Personne. D'autres problèmes. Je me pose la question de savoir si le contribuable européen doit payer le maintien de l'ordre en Italie. Le maintien de l'ordre est un pouvoir régalien des États. Est-ce que l'Union européenne doit financer le nettoyage des matraques de la police? Ce sont des budgets qui sont conséquents. Alors j'ai entendu que la population du Val-de-Suse n'avait pas compris le dossier, ne l'avait pas accepté, de telle sorte d'ailleurs qu'elle a élu une majorité contre ce projet. Mais il faut se poser cette question. De la même manière, on voit un appel d'offres donc du mois de décembre 2015 pour 85 000 euros en électroménager.
Alors, j'ai une grande cuisine, mais je ne sais pas. D'autres questions se posent sur le mobilier et l'informatique, notamment lorsque l'on prend les bilans. Lorsque l'on prend ces bilans, on s'aperçoit, puisqu'il y a une différenciation entre la France et l'Italie, qu'on a dépensé pour une vingtaine de salariés en moyenne, 18,8 environ en Italie, 811 000 €, alors que pour 30 salariés en moyenne en France, sur la même période, on a dépensé 181 000 €. Et donc, quand on fait le ratio du nombre de personnes et de la dépense faite par salarié, en Italie, ça coûte 6,52 fois plus cher qu'en France. Alors, je ne sais pas si les ordinateurs Dell coûtent plus cher en Italie, mais en tous les cas, il faut se poser cette question. Ensuite de ça, il faut effectivement se poser la question, parce que 11 milliards d'euros, c'est une somme, surtout que l'État français, j'en entendais parler tout à l'heure, l'article 126 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne est parfaitement clair avec le protocole numéro 12. Quand l'établissement public Réseau ferré de France se trouve avec 44 milliards d'euros d'endettement, comment il n'y a pas de difficulté à comprendre ce qu'expliquait d'ailleurs M. Duménil à l'instant, que les États ont un peu du mal à abonder avec leur endettement. Effectivement, ils ont du mal à abonder, et donc il faut replacer ça. Alors, il y a un exemple à ne pas suivre. C'est effectivement celui de Perpignan-Figueras. Perpignan-Figueras a coûté 1,1 milliard. L'Europe a d'ailleurs financé une partie, 140 millions d'euros. Il a été mis en service en 2009. Et ça coûtait 25 millions d'euros du kilomètre. Vous avez, entre la France et l'Espagne, 10 000 camions par jour qui passent à cet endroit, contre 3 000 dans les Alpes du Nord vers l'Italie, ou en provenance de l'Italie. Comment, à 25 millions d'euros du kilomètre, c'est-à-dire 6 fois moins cher que les 150 millions d'euros du kilomètre annoncés pour le Lyon-Turin, avec 3 fois plus de camions, comment on peut nous expliquer que ce projet sera équilibré économiquement? Il me semble que c'est une faillite inéluctable. Je suis un économiste du terrain et de la difficulté des entreprises, et je pense que cette faillite est effectivement inéluctable. Simplement, pour parler des opposants, les opposants ne sont pas que des gens qui n'ont pas compris. La Cour des comptes en France a remis 4 rapports dans lesquels elle revient sur l'impossibilité d'équilibrer ce projet. La SNCF vient de faire des déclarations à travers la voix de son président et de quelques dirigeants. En 2002, le Conseil général des ponts et chaussées, l'Inspection générale des finances ont conclu à l'impossibilité de financer et d'équilibrer ce projet. Alors, trois déclarations, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Le président de la SNCF, il y a un mois de ça, ce sera autant d'argent en moins pour moderniser le réseau qui, je vous le rappelle, a été qualifié en France de dangereux et dans un état déplorable, et qui a conduit d'ailleurs à des accidents ferroviaires, notamment celui de Brétigny-sur-Orge. Un dirigeant de la SNCF, qu'il n'y a pas de bassin de population entre Lyon et Turin, et qu'il y a aujourd'hui 3 TGV entre la France et l'Italie dans chaque sens, et qu'ils en mettront peut-être 5-6, mais pas plus, et que donc ce sera le même problème qu'entre Tours-Bordeaux, où aujourd'hui on vient de remonter un petit peu l'engagement de la SNCF, et très probablement un peu plus les impôts pour les contribuables. Un proche de Guillaume Pépi explique ce que je viens d'expliquer, c'est que ce dossier, ce projet ne pourra avoir que le même sort que celui du Perpignan-Figueras, sur lequel je voudrais faire juste une remarque, puisque tout à l'heure on a parlé d'évaluation ex post. C'est la dernière diapositive, Madame la Présidente. Sur ces évaluations ex post, il est prévu dans le Code des transports français une évaluation ex post entre 3 ans et 5 ans après la mise en service. Sur le Perpignan-Figueras, cette évaluation ex post aurait dû au plus tard intervenir en février 2014. Je l'ai demandé au secrétaire d'État au transport, elle n'est toujours pas disponible. Je pense qu'il faut se poser la question ici, si sur les 140 millions d'euros apportés par l'Europe, cette évaluation ex post a été faite ou pas, parce que la société est en faillite depuis le mois de juillet 2015.
Et la dernière déclaration, ça sera celle de M. Duménil, qui le disait d'ailleurs tout à l'heure. Aujourd'hui, l'argument initial ne permet plus la justification du projet. L'argument qui consistait à dire que le tunnel existant allait être saturé n'a plus lieu d'être. Et donc, quand on lui pose la question sur les flux européens, s'ils existent, absolument, ce n'est plus un argument, en tout cas pour l'instant. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de m'avoir écouté.